Le jour où j'ai emménagé chez mon fils était le jour où j'ai commencé à mourir, mais aussi le jour où j'ai découvert que l'amour le plus pur peut naître dans les endroits les plus sombres. S'il vous plaît, abonnez-vous pour entendre la suite de cette histoire qui pourrait être celle de votre propre grand-mère. Mais laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, quand mes valises étaient encore dans l'entrée et que j'espérais encore que cette nouvelle vie ressemblerait à un foyer. J'avais 73 ans quand j'ai traversé le seuil de cette maison moderne aux murs blancs immaculés. Mon fils Marc m'avait ouvert les bras avec ce sourire que je connaissais depuis son enfance, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Derrière lui, Sylvie, sa femme, arrangeait des fleurs dans un vase avec cette précision méthodique qui me glacera le sang pendant les mois à venir. « Maman, tu vas être si bien ici, » avait-il dit, mais ses mots sonnaient creux, comme récités. Ce que je ne savais pas encore, c'est que je venais d'entrer dans une prison dorée où chaque geste, chaque respiration serait pesée, jugée et trouvée indésirable. Les premiers signes étaient subtils. Un couvert en moins à table. « Oh pardon, j'ai oublié, » disait Sylvie avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Les conversations qui s'arrêtaient net quand j'entrais dans une pièce. Mon fils qui évitait mon regard quand sa femme me parlait comme à une enfant désobéissante. Le petit déjeuner était servi à 8 heures précises. À 8h15, la cuisine était rangée. Si j'arrivais en retard, je trouvais un bol vide et des miettes sur la table. « Tu comprends, maman, on a nos habitudes, » murmurait Marc en évitant mon regard. J'ai appris à me lever plus tôt. À 6 heures du matin, dans cette cuisine silencieuse, je buvais mon café tiède en regardant le soleil se lever sur un jardin que je n'avais pas le droit d'entretenir. « Les plantes sont délicates, vous risquez de les abîmer, » m'avait expliqué Sylvie le jour où elle m'avait trouvé en train d'arroser les géraniums. Mais il y avait Théo. Mon petit-fils de 8 ans aux yeux couleur noisette, répliques exactes de ceux de son père au même âge. Théo qui glissait sa petite main dans la mienne quand personne ne regardait. Théo qui venait s'asseoir près de moi sur le canapé, son corps chaud contre le mien, comme un baume sur mes blessures invisibles. « Grand-mère, tu veux voir mon dessin ?» Sa voix était un murmure, comme s'il savait instinctivement que notre complicité dérangeait. Il me montrait des bonshommes aux sourires immenses, des maisons avec des cheminées qui fumaient, des jardins pleins de fleurs multicolores. « C'est nous, » disait-il en pointant 2 silhouettes qui se tenaient par la main. « Toi et moi. » J'ai commencé à tenir un carnet. Un petit cahier à spirale acheté discrètement lors d'une sortie chez le médecin. Dans ce carnet, je versais ce que je n'osais dire à voix haute. Mes pensées, mes prières, mes souvenirs d'un temps où j'étais encore quelqu'un qui comptait. Aujourd'hui, Théo m'a donné la moitié de son goûter. Il avait vu que mon assiette était restée vide au déjeuner. Cet enfant a 8 ans et il comprend déjà ce que son père refuse de voir. Le carnet devenait mon refuge, caché sous mon matelas comme un trésor interdit. Les semaines passaient et l'étau se resserrait. Sylvie avait développé un art consommé de l'humiliation polie. « Attention, vous allez tacher le canapé, » disait-elle quand je m'asseyais avec une tasse de thé. « Vous devriez peut-être porter cette veste, elle cache mieux les irrégularités. » Marc acquiesçait en silence, ou pire, il souriait de ce sourire nerveux qui trahissait son soulagement de ne pas être la cible. Mais Théo grandissait en perspicacité. Je le surprenais parfois à nous observer, sa mère et moi, avec cette gravité troublante des enfants qui perçoivent les non-dits des adultes. Un soir, il était venu dans ma chambre. « Grand-mère, pourquoi maman ne t'aime pas ?» La question m'avait coupé le souffle. Comment expliquer à un enfant que parfois, l'amour se perd en route, que les cœurs s'endurcissent, que la générosité peut mourir de 1000 petites cruautés quotidiennes. Ta maman est fatiguée, mon chéri. Mais toi aussi tu es fatigué, et tu es gentil avec moi. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon carnet jusqu'à l'aube. C'est quelques jours plus tard que Théo a découvert mon cahier. Je l'avais laissé ouvert sur ma table de nuit, épuisé par une journée particulièrement difficile où Sylvie m'avait reproché d'avoir utilisé sa serviette de bain. Je l'ai trouvé assis sur mon lit, le carnet entre ses petites mains, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Grand-mère, tu as écrit que tu as faim. » Mon cœur s'est serré.
Ce petit garçon venait de comprendre en quelques phrases ce que sa famille refusait d'admettre depuis des mois. Parfois, mon cœur, ai-je murmuré en le serrant contre moi. Le lendemain, j'ai trouvé un petit dessin glissé dans mon carnet. Théo avait représenté une table immense avec 2 chaises et 2 assiettes pleines. En haut de la feuille, de son écriture d'enfant. Pour grand-mère qui a toujours faim du cœur. C'était le début de notre résistance silencieuse. Théo avait développé un système ingénieux. Il gardait la moitié de son goûter et venait discrètement me l'apporter dans ma chambre. C'est notre secret, disait-il en posant le doigt sur ses lèvres. Il avait 8 ans et il nourrissait sa grand-mère en cachette de ses propres parents. Les dessins se multipliaient dans mon carnet. Des maisons où nous étions seuls, des tables où nous mangions ensemble, des jardins où nous nous promenions main dans la main. Chaque dessin était un acte d'amour, une promesse muette d'un monde meilleur. Mais Sylvie n'était pas aveugle. Elle remarquait nos échanges de regards complices, nos petits sourires partagés, la façon dont Théo venait spontanément vers moi quand il se faisait mal. « Il faut qu'il apprenne l'indépendance », décrétait-elle. « Un garçon de son âge ne doit pas être si attaché à sa grand-mère. » Elle commença à limiter nos moments ensemble. Plus de télévision partagée le soir. Plus de lecture d'histoire avant le coucher. Plus de promenades dans le jardin. Mon corps commençait à flancher. Les repas irréguliers, le stress constant, l'isolation émotionnelle. Ma santé se dégradait visiblement. Mes mains tremblaient, mon sommeil était haché, et certains matins, j'avais du mal à sortir de mon lit. Le jour où je me suis écroulé dans le jardin restera gravé à jamais dans ma mémoire. J'arrosais discrètement les géraniums, mon petit acte de rébellion quotidien, quand mes jambes ont cédé. Je me suis retrouvé à genoux sur la terre humide, le souffle coupé, le cœur battant la chamade. Sylvie m'a trouvé là, et au lieu d'inquiétude, j'ai lu de l'agacement dans ses yeux. « Vous voyez bien que vous ne devriez pas jardiner. Regardez-moi ce désordre. » Marc était arrivé en courant, alerté par les cris de Théo qui m'avait vu tomber depuis sa fenêtre. « Maman, ça va? Tu as mal ?» Mais avant que je puisse répondre, Sylvie avait pris les commandes. « Ce n'est rien, elle s'est juste fatiguée. Elle va se reposer et tout ira mieux. » Pas de médecin, pas d'examen, juste le retour forcé à ma chambre et l'interdiction formelle d'approcher du jardin. Cette nuit-là, Théo est venu me voir. Il s'est glissé dans ma chambre comme une petite ombre, ses pieds nus silencieux sur le parquet. « Grand-mère, j'ai prié pour toi. » Il s'est agenouillé près de mon lit, ses petites mains jointes, et il a récité une prière qu'il avait inventée, mélange touchant de formules apprises au catéchisme et de mots du cœur. Protège ma grand-mère, fais qu'elle soit heureuse, fais qu'elle ait assez à manger, fais qu'elle sache que je l'aime fort fort fort. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas de tristesse, mais de reconnaissance pour ce petit ange qui refusait de m'abandonner. Les semaines suivantes, Théo intensifia sa campagne de tendresse clandestine. Il glissait des mots doux dans mon carnet. « Tu es la plus belle grand-mère du monde. J'aimerais qu'on vive ensemble juste toi et moi. Quand je serai grand, je te construirai une maison rien que pour nous. » Mais c'est le dessin qu'il m'a donné un mardi matin qui a tout changé. Une simple feuille de papier pliée en 4, cachée sous mon oreiller. Il avait représenté un petit garçon tenant une valise face à une dame aux cheveux gris. En bas de la page, ces mots qui m'ont brisé et sauvé à la fois. « Quand je serai grand, je viendrai te chercher. » Cette promesse d'un enfant de 8 ans m'a donné une force que je ne soupçonnais plus avoir. J'ai décidé de partir. Un matin, très tôt, j'ai fait ma valise. Mes quelques vêtements, mes photos, mon carnet rempli de l'amour de Théo. J'allais retrouver ma dignité, même si cela signifiait finir mes jours seul dans une chambre d'hôtel minable. Mais Sylvie m'attendait dans la cuisine. « Où comptez-vous aller comme ça ?» Sa voix était glaciale, triomphante. Elle avait dû m'entendre bouger et avait savouré ce moment de victoire totale. « Je rentre chez moi. »« Vous n'avez plus de chez vous. Vous avez vendu votre appartement, vous vous souvenez ?» Elle avait raison. Dans ma naïveté, j'avais tout vendu,
persuadé que cette nouvelle vie serait un havre de paix. Marc était descendu, réveillé par nos voix. Il m'a regardé avec ma valise, et pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une lueur de culpabilité dans ses yeux. Mais cette lueur s'est éteinte quand Sylvie a posé sa main sur son bras. « Ta mère fait une petite crise, ça va passer. » Une crise. Ma tentative désespérée de retrouver ma dignité était réduite à une petite crise de vieille femme capricieuse. J'ai remonté ma valise dans ma chambre, défaite mais pas détruite. Car ce matin-là, Théo m'attendait sur mon lit. Il tenait un nouveau dessin, le plus beau qu'il m'ait jamais fait. Nous deux dans une maison entourée d'un jardin immense, avec un soleil énorme qui souriait au-dessus de nos têtes. Je l'ai fait cette nuit, grand-mère. C'est notre vraie maison. Celle où on sera heureux. Il s'est blotti contre moi, et dans ses bras d'enfant, j'ai trouvé plus de réconfort que dans tous les discours de bienvenue de ma nouvelle famille. « Tu me promets d'attendre que je sois grand ?» a-t-il murmuré. « Je te le promets, mon cœur. » Et dans cette promesse partagée, dans cet amour pur et inconditionnel, j'ai trouvé ma vraie résurrection. Pas celle que j'attendais de mon fils et de sa femme, mais celle que m'offrait innocemment un petit garçon qui avait décidé que sa grand-mère méritait d'être aimée. Aujourd'hui encore, quand les journées sont trop dures, je pense à ce dessin caché dans mon carnet. Je pense à cette promesse d'enfant qui porte en elle plus d'espoir que tous les serments d'adultes. Car parfois, c'est dans le cœur d'un enfant de 8 ans que se trouve la plus grande leçon d'humanité. L'amour ne demande pas de conditions, ne calcule pas, ne juge pas. Il existe, simplement, comme une évidence, comme une lumière qui refuse de s'éteindre même dans la plus profonde obscurité. Et cette lumière, personne ne pourra jamais l'éteindre.